Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance d'exercice sur les transformations de la matière vues en classe de seconde. Aujourd'hui, nous allons voir 5 exercices sur les transformations nucléaires. Je vous invite à les télécharger dans la description de la vidéo et à tenter de les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction que voici. Dans le premier exercice, nous avons une série de 6 équations de transformation nucléaire que nous devons équilibrer pour que les lois de conservation de la matière soient bien respectées. Mais on doit aussi identifier s'il s'agit d'une réaction de fission, de fusion ou bien d'une désintégration spontanée. Regardons déjà la première où nous avons les charges qui sont déjà équilibrées. En effet, nous avions 92 protons avant la transformation dans le noyau d'uranium et on retrouve 92 protons après la transformation. Cette fois-ci, il y en a 36 dans le noyau de krypton et 56 dans le noyau de baryum. Maintenant, si on regarde la masse de ces atomes, autrement dit leur nombre de nucléons, nous en avions 236 à gauche de l'équation, 235 pour l'uranium plus 1 pour le neutron. Et à droite, nous en avons 233 pour les atomes de krypton et de baryum. Il en manque donc 3 pour que les masses soient équilibrées. Autrement dit, cette réaction, elle va produire non seulement un atome de krypton et un atome de baryum, mais également 3 neutrons. Ainsi, les masses elles seront bien équilibrées avec 236 nucléons de part et d'autre de la flèche qui représente la transformation nucléaire. Les neutrons n'ayant aucune charge atomique, les charges restent bien équilibrées. Donc notre première équation est bien équilibrée et il s'agissait par ailleurs d'une réaction de fission nucléaire. En effet, lorsqu'on a un atome lourd qui se scinde en deux pour former deux atomes plus légers, il s'agit bien d'une fission nucléaire. Passons à notre deuxième équation qui concerne toujours un noyau d'uranium, mais cette fois-ci il s'agit de l'isotope 238 de l'uranium, que nous avons d'ailleurs évoqué dans le cours. Il va nous donner finalement du thorium ainsi que quelque chose d'autre que nous allons essayer de deviner en regardant les lois de conservation de la matière. Nous pouvons donc noter X, cet élément inconnu, et en fonction de ce que l'on trouve au niveau des lois de conservation de la matière, nous devinerons de quelle particule ou de quel élément est-ce qu'il s'agit. Déjà au niveau de la charge, nous avons 92 du côté gauche et à droite nous avons 90 plus le numéro atomique de notre particule ou de notre élément. Notre élément va donc posséder deux charges atomiques. Ainsi, nous aurons bien 92 de chaque côté et la charge sera bien conservée. Passons au nombre de masses. Cette fois-ci, nous avons 238 à gauche pour l'uranium et 234 à droite pour le thorium, plus le nombre de masses de notre élément. Notre élément, il a donc un nombre de masses qui est égal à 4. Et c'est bien un élément puisqu'il est composé de plusieurs nucléons, contrairement à une particule. Ainsi, on a bien 238 de chaque côté et la masse est elle aussi conservée. Quant à notre élément, celui qui possède deux protons, c'est l'atome d'hélium. Vous pouvez le retrouver à la dernière colonne de votre tableau périodique puisqu'il s'agit d'un gaz noble. Et tout en haut puisque c'est l'un des atomes les plus légers. Ici, c'est donc un hélium 4 qui possède 4 nucléons. Et pour répondre à la deuxième partie de l'énoncé, il s'agit ici d'une désintégration spontanée, étant donné que l'uranium 238 il est tout seul à gauche de la flèche de transformation. En fait, il va de lui-même se désintégrer pour donner naissance à un noyau fils qui sera plus stable. Cette réponse, elle suffit largement en classe de seconde. Même si nous avions commenté dans le cours que lorsque un noyau se désintègre parce qu'il est très lourd, comme l'atome d'uranium 238, et que la naissance du noyau fils est accompagnée de l'émission d'un atome d'hélium, il s'agit en fait d'une radioactivité de type alpha. Passons à l'équation de transformation suivante où nous avons un élément à découvrir à gauche de la flèche et la transformation nucléaire elle va produire un atome d'hélium ainsi qu'un neutron. Le neutron étant donc une particule qui compte aussi pour un nucléon mais dont la charge est nulle. Commençons donc par regarder les charges. Nous en avons 2 à droite pour le noyau d'hélium produit et nous devons donc en retrouver 2 à gauche pour les éléments initialement présents. Et donc notre élément chimique inconnu à gauche, il aura forcément un proton, un seul proton, pour que la charge soit bien conservée.
Et cet élément chimique qui n'a qu'un seul proton, c'est forcément un atome d'hydrogène. Regardons à présent son nombre de nucléons. Nous avons à la fin de la réaction 5 nucléons, 4 pour l'hélium plus 1 pour le neutron, ce qui nous en fait donc 5 en tout. On doit les retrouver également avant la transformation. Et vu qu'il y en a 2 dans le premier atome d'hydrogène, il devra forcément y en avoir 3 dans le second. Ceci pour que la masse soit bien conservée au cours de la transformation nucléaire. Finalement, c'est bien un atome d'hydrogène 3 qui s'assemble avec un atome d'hydrogène 2 pour former un atome d'hélium, le tout en éjectant un neutron. Autrement dit, c'est un deutérium et un tritium qui s'assemblent. Les isotopes de l'hydrogène, ce sont les seuls qui possèdent des noms particuliers. On appelle en effet l'hydrogène 2 le deutérium, l'hydrogène 3 le tritium. Par ailleurs, un atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul nucléon, donc juste un proton, on appellera ça un strontium. Mais juste pour répondre à la deuxième partie de l'énoncé, qui est de déterminer le type de transformation nucléaire, ici nous avons finalement 2 atomes légers qui s'assemblent pour en former un plus gros. Nous sommes donc en présence d'une fusion nucléaire. Pour la quatrième équation, nous avons un élément dont le symbole est Pd, il s'agit donc du palladium, qui va donner comme noyau fils un atome d'argent de symbole Ag, et on cherche ici la particule qui est émise ou l'élément qui est émis au cours de cette transformation nucléaire. On peut la noter X pour l'instant et commençons par regarder la conservation de la charge qui doit être respectée. Nous avions 46 pour le palladium, mais à la fin nous avons 47 pour l'argent. Or la charge elle ne peut pas augmenter. Et du coup il va falloir que la charge de notre particule, ce sera bien une particule, elle soit négative. Ainsi, nous aurons 46 charges positives de chaque côté de l'équation. Quant au nombre de masses, au nombre de nucléons, il est facile à vérifier ici. Nous avions 107 nucléons sur le palladium, nous en retrouvons 107 sur l'argent. Le nombre de masses de notre particule, il est donc égal à 0. Et finalement, notre particule émise, c'est un électron, donc de charge négative, et dont la masse, elle est négligeable par rapport à celle d'un nucléon, comme nous l'avions vu lors du cours sur la modélisation de la matière. Concernant le type de transformation nucléaire, il va s'agir ici d'une désintégration spontanée, puisque le noyau de palladium il va se désintégrer tout seul pour donner un noyau fils d'argent ainsi qu'une particule. Et même si ce n'est pas forcément demandé en classe de seconde, lorsqu'une désintégration s'accompagne de l'émission d'un électron ainsi que d'un rayonnement électromagnétique, il s'agit d'une radioactivité de type β-. À présent, nous avons une transformation nucléaire avec du bismuth, qui va nous donner du plomb ainsi qu'une particule. Donc cette particule, elle a un nombre de masse négligeable, qui est donc de 0, et une charge positive puisque son numéro atomique c'est 1. Il s'agit ici d'un positon, l'antiparticule de l'électron, comme nous en avons parlé dans le cours. Nous cherchons ici en fait à retrouver le nombre de masses et le numéro atomique du bismuth pour équilibrer notre équation de transformation. Regardons déjà les charges. Nous avons un total de 83 après la transformation, 1 pour le positon plus 82 pour l'atome de plomb. Le numéro atomique du bismuth sera donc forcément de 83, ce que nous pouvons d'ailleurs retrouver en allant chercher dans le tableau périodique. Et notre charge, elle est ainsi bien équilibrée. Passons au nombre de masses qui doit également être équilibré. Le positon ne comptant pas, nous avons finalement 208 nucléons après la transformation. Nous devons en avoir le même nombre avant la transformation, et puisque le bismuth est tout seul avant la transformation, c'est lui qui possède l'entièreté des 208 nucléons. Et puisqu'il est tout seul du côté gauche de l'équation, nous dirons qu'il s'agit ici d'une transformation de désintégration radioactive, où on a un noyau pair qui va spontanément émettre un noyau fils ainsi qu'une particule. Et par ailleurs, si la particule émise est un positon, il s'agit de radioactivité de type β+, même si ceci n'est pas à retenir en classe de seconde. Passons à la dernière équation de transformation nucléaire, où nous retrouvons cette fois-ci un atome d'uranium 235, qui cette fois-ci va produire du xénon ainsi qu'un autre élément.
Donc le xénon, pour commencer, c'est un gaz noble que vous pouvez retrouver à la dernière colonne de votre tableau périodique. Et si vous allez voir dans votre tableau périodique, vous verrez que cet élément, il possède 54 protons. On peut déjà commencer à remplir le numéro atomique du xénon dans l'équation de transformation. Et on peut s'intéresser à présent à la conservation de la charge. Nous avons à gauche 92 protons dans le noyau d'uranium, et à droite, nous avons les 54 du xénon, plus ceux de l'élément X, dont nous ne connaissons pas encore la nature, et les neutrons à droite comme à gauche n'ont aucune charge finalement. Puisqu'il nous faut 92 à droite et à gauche, pour arriver à 92 à droite, il manque 38. La réaction, elle va donc produire un xénon qui a 54 protons, plus un autre élément qui en a 38. Et les charges, elles seront ainsi équilibrées. Par ailleurs, ce second élément produit par la transformation nucléaire, nous pouvons l'identifier à présent, et ce n'est autre que le strontium, de symbole Sr, qui est en effet l'unique élément chimique qui possède 38 protons. Vous pouvez retrouver cet élément dans la deuxième colonne du tableau périodique. Il fait d'ailleurs partie de la famille des alcalinotéreux, comme nous l'avions évoqué dans la partie du programme sur la modélisation de la matière. Voilà, donc même si ce n'est pas demandé, on peut remplacer le symbole X de ce deuxième atome inconnu par le symbole du strontium. Et nous allons maintenant nous intéresser au nombre de nucléons que doit avoir cet atome de strontium, puisque les masses, elles doivent être aussi équilibrées. Et nous avons une masse de 236 à gauche, 235 pour l'uranium, plus 1 pour le neutron. Et à droite, nous en avons 93 pour le xénon, plus 2 pour les neutrons, ce qui fait déjà 95. Et il va finalement nous manquer encore 140 pour arriver à 236 et que les masses soient bien équilibrées. Notre atome de strontium, finalement, il doit posséder 140 nucléons. Et ainsi, la masse, elle est bien conservée au cours de cette transformation nucléaire. Par ailleurs, nous avons une nouvelle fois un gros atome qui se scinde en deux atomes plus légers, sous l'injection d'un neutron d'ailleurs. Donc nous sommes une fois de plus en présence d'une réaction de fission nucléaire. Passons à l'exercice suivant sur le sous-marin à propulsion nucléaire qui utilise la fission de l'uranium-235 comme source d'énergie. On nous donne par ailleurs l'équation de transformation de fission nucléaire de l'uranium dans l'énoncé. On souhaite à la première question justifier le caractère nucléaire de cette transformation. Donc déjà nucléaire, le terme vient du latin nucleus qui signifie noyau. Et comme nous l'avions vu dans le cours, contrairement aux transformations physiques ou même chimiques, dans le cas d'une transformation nucléaire, c'est bien le noyau lui-même des atomes qui va être modifié au cours de la transformation. Et le fait que le noyau soit modifié, et notamment le nombre de protons, ça va impliquer que de nouveaux atomes vont être formés au cours de ce type de transformation. Donc comme nous l'avons vu dans le cours, les atomes X1 et X2, ils peuvent laisser place à de nouveaux atomes Y3 et Y4 par exemple. Et c'est plus ou moins ce qui se passe ici avec l'atome d'uranium qui était présent avant la transformation mais qui ne l'est plus après. Quant aux atomes de xénon et de strontium qui eux n'étaient pas présents avant la transformation, ils sont bien apparus. Donc ce sont de nouveaux atomes qui sont issus de la transformation nucléaire. Donc oui, nous sommes bien en présence d'une transformation nucléaire. Maintenant, on souhaite justifier qu'il s'agit d'une transformation nucléaire de fission. Et une fission nucléaire, c'est caractérisé par un atome lourd qui va se scinder pour former deux atomes plus légers. Et c'est exactement ce que nous avons ici avec l'atome d'uranium qui se scinde pour donner naissance à un atome de xénon et un atome de strontium. De plus, une transformation de fission, c'est quelque chose que l'on va provoquer dans les réacteurs en bombardant l'atome très lourd avec un neutron. C'est également ce qui se passe ici. Donc oui, on est bien en présence d'une transformation nucléaire de type fission. On souhaite ensuite expliquer pourquoi cette transformation elle peut conduire à une réaction en chaîne. Alors nous avions dit que cette réaction elle est provoquée lorsqu'un neutron il va rencontrer un noyau d'uranium-235. Et lorsqu'on met de l'uranium-235 dans les réacteurs, on ne va pas mettre un seul noyau. C'est beaucoup trop minutieux à réaliser. Et comme on le voit dans l'équation de transformation, une réaction, elle va finalement éjecter deux neutrons.
Donc ces neutrons, ils vont pouvoir aller percuter d'autres atomes d'uranium-235. Ce qui va finalement provoquer deux nouvelles réactions de fission nucléaire, chacune d'entre elles éjectant à nouveau deux neutrons, qui vont eux aussi pouvoir aller percuter d'autres atomes d'uranium-235. Et finalement, tous les atomes d'uranium-235 présents, ils vont pouvoir être percutés par des neutrons étant éjectés par les réactions précédentes, ce qui va finalement provoquer un très grand nombre de fissions nucléaires. C'est pour cela que cette transformation, elle va conduire à une réaction en chaîne. Pour la quatrième question, nous souhaitons expliquer ce que sont l'un pour l'autre les noyaux d'uranium 235 et 238. Nous avons parlé de ces deux noyaux dans le cours. Le noyau d'uranium 235, c'est celui qui est utilisé pour la fission nucléaire, tandis que l'uranium 238, c'est un noyau naturellement trop lourd, qui possède trop de nucléons et qui va se désintégrer naturellement en émettant un atome d'hélium. On vous dit d'ailleurs dans l'énoncé qu'un minerai d'uranium, il est constitué de 99,3% d'uranium 238 et de 0,7% d'uranium 235. Eh bien, ces deux éléments chimiques, ce sont tous deux des atomes d'uranium, étant donné qu'ils ont 92 protons. Ce numéro atomique, c'est en effet le numéro propre aux atomes d'uranium. En revanche, ces atomes, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc, en fait, ils ont un nombre différent de neutrons. L'uranium 238, il possède 146 neutrons dans son noyau, tandis que l'uranium 235, il n'en possède que 143. Donc ce sont finalement deux versions différentes de l'atome d'uranium, avec un atome qui est plus lourd que l'autre. Et comme nous l'avions déjà vu dans la partie du programme de chimie sur la modélisation de la matière, lorsque deux atomes ont le même nombre de protons, ils font partie du même élément chimique, mais s'ils ont un nombre différent de neutrons, on dit alors que ce sont des isotopes de cet élément. Donc l'uranium 235 et l'uranium 238, ce sont des isotopes de l'uranium. Passons au troisième exercice de cette séance sur le projet Krusty de la NASA qui visait à concevoir un réacteur nucléaire pour alimenter une base spatiale sur la planète Mars. Pour la première question, on nous demande de justifier à travers l'équation de transformation nucléaire qui nous est donnée dans l'énoncé que l'on a bien aussi une réaction de fission produite dans le réacteur. Donc comme nous l'avions dit à l'exercice précédent, une réaction de fission, c'est caractérisé par un atome lourd qui va se scinder en deux pour produire deux atomes plus légers. C'est bien ce qui se passe ici avec l'uranium 235 qui se scinde en deux pour produire un atome de xénon et un atome de strontium. En plus de ça, une réaction de fission nucléaire, c'est une transformation qui est provoquée. On retrouve donc deux éléments à gauche de la flèche de la transformation et plus précisément un élément, l'uranium, et une particule, un neutron, que l'on envoie percuter le noyau d'uranium 235 dans les réacteurs pour déclencher la fission. On souhaite à la deuxième question calculer les valeurs de A, donc le nombre de masses, et de Z, donc le numéro atomique pour l'élément strontium. Ce que nous savons, c'est qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière, elles s'appliquent. Donc la masse des entités à gauche de la réaction doit être égale à la masse des entités à droite. Et les charges à gauche, elles doivent également être égales de part et d'autre. Commençons par vérifier les charges, autrement dit les numéros atomiques Z de nos entités, ce qui va être plus facile puisque les neutrons n'ont aucune charge comme vous le savez. Donc à gauche nous avons uniquement les 92 charges de l'uranium et à droite nous avons les 54 charges pour le xénon plus le numéro atomique du strontium et c'est tout puisque les 3 charges des neutrons ça va nous donner 3 fois 0. Donc le numéro atomique du strontium plus 54, ça doit être égal à 92. Autrement dit, le Z du strontium, il vaut 92 moins 54, donc 38. Passons à la vérification de la masse, où les neutrons ils vont à présent compter, puisqu'ils ont une masse non négligeable. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes considérés comme un nucléon. Et nous avons donc 236 nucléons à gauche de l'équation, les 235 de l'uranium plus le neutron. Et à droite, nous avons les 93 du xénon, plus les 3 neutrons, ce qui nous fait déjà 96 nucléons,
auxquels il va falloir ajouter ceux du xénon. Et pour passer de 96 à 236, il manque 140 nucléons. L'atome de strontium, il possède donc en tout 140 nucléons, puisque la masse, elle doit être conservée. Et parmi eux, 38 sont des protons, comme nous l'avions vu en vérifiant la charge. Et comme nous pouvons également aller le vérifier en regardant dans le tableau périodique des éléments. Pour la troisième question, on souhaite calculer l'énergie ΔE' produite par la réaction pour une masse d'1 kg d'uranium-235. On nous donne d'ailleurs l'énergie ΔE produite par la fission d'un seul noyau d'uranium-235. Demandons-nous déjà combien est-ce qu'il y a d'atomes d'uranium-235 dans 1 kg d'uranium-235. Nous allons pouvoir répondre facilement à cette question puisque nous avons la masse d'un noyau d'uranium-235 qui nous est donnée et qui vaut 3,9 fois 10 puissance moins 25 kg. Et si on divise une masse de 1 kg par la masse d'un noyau d'uranium, on va trouver le nombre de noyaux d'uranium présents dans ces 1 kg. C'est la même chose ici que de se demander combien est-ce qu'il y a de pommes dans une cagette si on sait que la cagette elle pèse 1 kg et qu'on connaît la masse d'une seule pomme qui serait de 100 grammes par exemple. On visualise bien que dans cette cagette il y aura 10 pommes et c'est bien le résultat qu'on va obtenir en divisant 1 kg par la masse d'une seule pomme. Alors ici, en divisant 1 kg par la masse d'un atome d'uranium, on obtient bien le nombre d'atomes d'uranium, qui est de 2,6 fois 10 puissance 24. Petite remarque ici, vous devez forcément trouver un très grand nombre, étant donné qu'un atome, c'est une entité très légère, de l'ordre de 10 puissance moins 25 kg pour l'uranium. Donc si on trouve un résultat avec 10 puissance 24, c'est un très grand résultat, et donc c'est cohérent. Vu que 10 puissance 9, c'est déjà 1 milliard, donc 10 puissance 24, c'est beaucoup. Autre remarque sur ce nombre que nous venons de trouver, il ne possède pas d'unité. En effet, il s'agit juste d'un nombre, le nombre d'atomes d'uranium qu'il y a dans 1 kg. Bref, nous avons trouvé ce nombre d'atomes, et nous savons que la fission de chacun d'entre eux, elle va libérer une énergie ΔE qui vaut 2,87 fois 10 puissance moins 11 joules. On veut donc calculer l'énergie ΔE' qui va être libérée par la fission d'1 kg d'atomes. Autrement dit, l'énergie qui va être libérée par la fission de 2,6 fois 10 puissance 24 atomes. Il va donc nous suffire ici de multiplier cette énergie ΔE par ce très grand nombre d'atomes. Et en multipliant 2,87 fois 10 puissance moins 11 par 2,6 fois 10 puissance 24, on obtiendra alors une énergie de 7,5 fois 10 puissance 13 joules. Un très grand nombre puisque la fission d'1 kg d'uranium, elle va libérer une très grande énergie. On n'oublie pas de mettre l'unité en joules ici puisqu'on a bien une énergie. On pourra aussi laisser le résultat avec seulement deux chiffres significatifs puisque la masse du noyau d'uranium nous était donnée avec deux chiffres significatifs également. Passons à l'exercice suivant sur le projet Daedalus mené de 1973 à 1978. Donc ceci pour concevoir une sonde interstellaire à propulsion nucléaire. Son objectif c'était d'atteindre une étoile qui était située à près de 6 années-lumière. Donc tout ceci grâce à une propulsion engendrée par une réaction de fusion, dont l'équation de transformation nous est d'ailleurs donnée dans l'énoncé. On souhaite justement à la première question, au vu de cette équation de transformation nucléaire, dire qu'il s'agit bien d'une réaction de fusion. Et une transformation de fusion nucléaire, c'est une réaction au cours de laquelle deux atomes légers vont s'assembler pour former un atome plus lourd. Et c'est exactement ce que nous avons ici avec de l'hydrogène 2, que l'on appelle le deutérium, qui s'assemble avec de l'hélium 3. Le tout pour former un atome d'hélium 4, qui est un atome possédant 4 nucléons et qui est donc déjà un atome plus lourd que les deux atomes initiaux. Reste que dans cette équation, un autre élément est formé, ou plutôt une particule, comme on nous le dit dans la question 2, et on souhaite l'identifier. Pour cela, nous allons devoir trouver son numéro atomique Z et son nombre de masse A.
sachant qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière, elles doivent s'appliquer. Si on regarde déjà les numéros atomiques, sachant que la charge, elle doit être conservée, puisque nous avions un total de 3 charges avant la transformation, une dans le deutérium et 2 dans l'hélium 3, on doit les retrouver après. Et sachant que le numéro atomique de l'hélium c'est 2, il manque une charge qui est forcément dans la particule. Si on regarde maintenant le nombre de masses, donc le nombre total de nucléons, à gauche nous en avions un total de 5, 2 nucléons pour le deutérium et 3 pour l'hélium 3. Tandis qu'à droite, il y en a 4 pour l'hélium 4. Il en manque donc forcément un après la transformation qui va se retrouver dans notre particule. Donc le nombre de masses de celle-ci, il est forcément égal à 1 puisque les lois de conservation de la matière, elles doivent être respectées. Et si on s'intéresse à cette particule, qui n'a qu'un seul nucléon, puisque A est égal à 1, eh bien on sait que ce nucléon c'est en fait un proton, puisque Z aussi vaut 1. Donc c'est bien un nucléon avec une charge, autrement dit un proton. On peut répondre que la particule émise au cours de cette réaction est un proton. C'est une réponse qui est déjà suffisante. Maintenant, on peut aussi considérer que c'est un atome, puisque les atomes existent à partir du moment où ils ont un proton. Et lorsqu'un atome possède un proton, il s'agit forcément d'un atome d'hydrogène. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de protium, l'isotope de l'hydrogène qui ne possède qu'un seul nucléon. Pour la dernière question, on souhaite savoir quelle est l'énergie qui serait libérée par la fusion de 2 fois 10 puissance 7 kg d'hélium 3. Autrement dit, quelle est l'énergie obtenue lorsqu'on fusionne 20 000 tonnes d'hélium 3. On nous donne déjà l'énergie que fournit la fusion d'un seul atome d'hélium 3, qui vaut 3,02 fois 10 puissance moins 12 joules. Et on nous donne aussi dans les données de l'énoncé la masse d'un seul atome d'hélium 3. Et puisque l'on sait l'énergie fournie par un seul atome, on va essayer de savoir combien est-ce qu'il y a d'atomes dans 20 000 tonnes d'hélium 3. On pourra ensuite trouver l'énergie que fournissent tous les atomes en multipliant l'énergie fournie par un seul par le nombre trouvé. Donc pour savoir combien il y a d'atomes d'hélium 3 dans 20 000 tonnes, on va diviser 20 000 tonnes par la masse d'un seul atome. Autrement dit, on divise 2 fois 10 puissance 7 par 4,98 fois 10 puissance moins 27. On peut reprendre ici l'exemple de la cagette de pommes qui pèse 1 kg en tout et on veut savoir combien de pommes est-ce qu'il y a dedans. On divise donc la masse de cette cagette par la masse d'une seule pomme. Attention, pour trouver le bon résultat, il faut bien que les deux masses elles soient exprimées dans la même unité, en l'occurrence en kilogrammes. Donc ici, notre masse totale de matière elle est de 20 tonnes. On la note en kilogrammes, donc 2 fois 10 puissance 7. Et on divise par la masse de l'entité, dont on veut savoir le nombre. Donc la masse d'un atome d'hélium 3. Pour finalement trouver que dans 20 000 tonnes d'hélium 3, il y a 4,02 fois 10 puissance 33 atomes. On peut laisser le résultat ici avec 3 chiffres significatifs, le 4, le 0 et le 2, pour garder la même précision que les données de l'énoncé. On cherchait le nombre d'atomes contenus dans une très grande masse de matière, il est donc normal d'obtenir un très grand nombre comme résultat. Et par ailleurs, on cherchait juste un nombre d'atomes, donc ce nombre, ce résultat, il ne possède pas d'unité. Nous savons donc à présent combien est-ce qu'il y a d'atomes d'hélium 3 dans 20 000 tonnes d'hélium 3. Et nous savons que chacun d'entre eux, il va libérer une énergie de 3,02 fois 10 puissance moins 12 joules. Il nous suffit donc de multiplier cette énergie par le nombre d'atomes présents dans les 20 000 tonnes pour trouver que l'énergie E', qui est fournie par ces 20 000 tonnes d'hélium 3, elle est finalement de 1,21 fois 10 puissance 22 joules. Une très grande quantité d'énergie donc que l'on peut laisser avec 3 chiffres significatifs pour garder la même précision que les données de l'énoncé. Passons au 5e exercice de cette séance, un exercice sur la désintégration spontanée des atomes, qui a d'ailleurs permis de déterminer plus précisément l'âge de la Terre grâce à des minéraux qui initialement ne contenaient pas de plomb, mais qui avec le temps vont en contenir de plus en plus,
du fait notamment que les atomes d'uranium-238 vont se désintégrer au cours du temps. On nous dit donc que dans une première étape, le noyau d'uranium-238 il se désintègre, devenant ainsi un noyau de thorium et émettant au passage un noyau d'hélium. On souhaite déjà donner la composition du noyau d'uranium-238. L'écriture symbolique de cet atome nous étant donnée, on se rappelle que le nombre en bas à gauche correspond au numéro atomique, autrement dit le nombre de protons. Il est de 92 pour un atome d'uranium. Quant au nombre de neutrons, il n'est pas directement donné dans l'écriture symbolique, mais on peut le calculer, puisque l'on sait que le nombre de masse de cet atome, il est de 238. Donc ça veut dire qu'il a 238 nucléons. Et parmi ces 238 nucléons, il y en a 92 qui sont des protons. On sait alors qu'il va en rester 146 qui seront des neutrons. Donc ce noyau d'uranium, pour sa composition, il contient 92 protons et 146 neutrons. Deuxième partie de la question 1, on souhaite à présent écrire l'équation de transformation nucléaire de la désintégration de l'uranium-238 en thorium. Il s'agit d'une désintégration spontanée et par conséquent, à gauche de la flèche de la transformation, nous n'aurons que l'uranium-238 qui va se désintégrer tout seul. Et il va donc devenir un atome de thorium, dont nous allons chercher le numéro atomique Z et le nombre de masse A, le tout en émettant un atome d'hélium 4, comme cela nous est dit dans l'énoncé. On place donc à droite de la flèche l'atome de thorium plus celui d'hélium. Et on sait qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière doivent être respectées. Nous avions donc 92 protons avant la réaction dans l'atome d'uranium. Nous devons les retrouver après la transformation. Et puisqu'il y a 2 protons dans l'atome d'hélium, cela signifie qu'il en reste 90 dans l'atome de thorium. Ainsi, la charge elle est bien conservée au cours de la transformation. On peut par ailleurs vérifier le numéro atomique du thorium en allant regarder dans le tableau périodique. Le thorium, c'est en effet l'élément chimique qui possède 90 protons. Maintenant, pour le nombre de masse A, ou bien le nombre de nucléons de cet atome, il ne va pas apparaître dans le tableau périodique, on va devoir le calculer. Mais la conservation de la masse devant être respectée, on sait qu'on doit retrouver du côté droit de la flèche de transformation les 238 nucléons qui étaient présents dans l'atome d'uranium. Et puisque l'on sait qu'il y en a déjà 4 dans l'atome d'hélium, cela signifie qu'il va en rester 234 dans l'atome de thorium. Et la conservation de la masse est ainsi bien respectée. Nous avons donc bien écrit notre équation de transformation, elle est bien équilibrée, et pour répondre à la question de l'énoncé, le numéro atomique du thorium Z1, il est de 92, et le nombre de masse du thorium A1, il est de 234. Maintenant, nous n'avons pas encore obtenu le plomb qui va nous permettre de dater les minéraux suite à une série de désintégrations. Il y a en effet une deuxième étape où le noyau de thorium il va à son tour se désintégrer pour donner cette fois-ci un atome de protactinium. Et nous allons d'ailleurs voir une deuxième équation de transformation où on nous demande de trouver la particule qui va être émise et qui va accompagner la naissance de l'atome de protactinium. Donc dans cette équation, on connaît déjà les valeurs du numéro atomique et du nombre de masse pour le thorium. Celles du protactinium nous sont également données. Il nous manque celle de la particule A2 et Z2 à trouver. Commençons par le nombre de masse A2. Nous avions avant la transformation 234 nucléons pour le thorium. Et nous retrouvons ces 234 nucléons dans l'atome de protactinium. Par conséquent, d'après les lois de conservation de la matière, le nombre de masse A2 de notre particule il doit être égal à 0 pour que la masse soit bien conservée. Quant au numéro atomique, le nombre de protons il était de 90 avant la transformation et suite à la transformation on doit également avoir 90 pour que la charge soit bien conservée. Or il y a déjà 91 protons dans l'atome de protactinium. Il faut donc une charge négative pour venir compenser ce proton en trop. Et on va retrouver de part et d'autre de la flèche de transformation un numéro atomique total de 90.
Notre équation de transformation, elle est donc complète et bien équilibrée. Intéressons-nous à la particule émise pour pouvoir répondre complètement à la question numéro 2. La particule émise possède un nombre de masse nul, donc ce n'est pas un nucléon. C'est donc une particule beaucoup plus légère, dont la masse elle est négligeable devant celle d'un proton ou d'un neutron. Cela peut donc être un électron, dont la masse est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg, contre 10 puissance moins 27 kg pour les nucléons, comme nous l'avions vu lors du cours sur la modélisation de la matière. Et c'est effectivement un électron, étant donné que sa charge elle est bien négative. Comme nous l'avions vu dans le cours, la désintégration spontanée elle peut également être accompagnée d'émissions de positons, donc avec une charge positive et un nombre de masse nul. Mais ici, ce n'est pas le cas, nous avons bien l'émission d'un électron pour répondre à la question 2. Petite remarque ici, même si ce n'est pas vraiment à savoir en classe de seconde, nous l'avions évoqué lors du cours et nous allons donc le rappeler un peu ici. Nous avions eu à la première étape de la désintégration l'émission d'un noyau d'hélium, ce qui correspond à une radioactivité de type alpha. Et à la deuxième étape, celle de la désintégration du thorium, elle s'est accompagnée de l'émission d'un électron. Donc il s'agissait cette fois-ci d'une radioactivité de type β-. Et il va encore se succéder pas mal d'étapes de désintégration avant l'apparition du plomb qui va lui nous permettre de dater les minéraux. Nous n'allons pas voir toutes ces étapes dans cet exercice, mais l'équation globale de ces désintégrations successives, elle nous est donnée à la question 3. Et on souhaite savoir combien d'atomes d'hélium seront finalement émis au cours de ces désintégrations successives. Donc la particule X de cette équation, nous l'avions déjà identifiée, ce sont des électrons de nombre de masse 0 et de numéro atomique -1. Il y en aura au total 6 qui seront émis au cours des désintégrations successives. Et nous ici, ce qu'on souhaite savoir, c'est combien d'atomes d'hélium seront émis en tout. Donc peu importe le nombre de désintégrations, les lois de conservation de la matière, elles doivent toujours être respectées. Commençons par regarder la masse, ce sera un calcul un peu plus simple puisque chacun des électrons a une masse nulle. Nous avions donc avant les transformations successives, 238 nucléons dans l'atome d'uranium et nous devons les retrouver après. Sachant qu'il y en a 206 dans le plomb, 0 dans les 6 électrons et 4 dans chacun des atomes d'hélium. Et pour arriver à 238, si on retire les 206 nucléons présents dans le plomb, il va manquer en réalité 32 nucléons dans les atomes d'hélium. On va pouvoir résoudre cette équation en isolant le petit n qui nous donnera combien d'atomes d'hélium sont nécessaires pour que la masse soit bien équilibrée. Et on trouve finalement qu'il faut 8 atomes d'hélium pour obtenir ces 32 nucléons. En effet, en isolant le petit n, on trouve qu'il est égal à 32 divisé par 4, soit 8. Et donc ces 32 nucléons, des 8 atomes d'hélium, en plus des 206 nucléons du plomb, nous donnent bien 238 nucléons en tout, soit le même nombre qu'il y avait dans le noyau d'uranium avant les désintégrations successives. On peut vérifier que le nombre trouvé est exact en regardant les numéros atomiques. Nous en avions 92 avant la transformation, on doit les retrouver après. Et après la transformation, il y a 82 charges dans l'atome de plomb, ainsi que 6 charges négatives dans les 6 électrons, ce qui nous ramène à 76 charges. Et les atomes d'hélium doivent nous permettre d'arriver à 92. S'il y en a 8, cela donnera bien 16 charges. Donc avec celle du plomb et des électrons, on arrive bien à 92. La charge, elle est elle aussi conservée si et seulement si 8 atomes d'hélium sont émis au cours des désintégrations successives. Donc que l'on ait choisi de trouver ce nombre en regardant la conservation de la charge ou la conservation de la masse, en tous les cas, pour obtenir une équation équilibrée comme celle-ci, on doit trouver que 8 atomes d'hélium sont émis au cours des transformations de l'uranium-238 en plomb. Et voilà qui conclut notre séance de correction. Nous avons équilibré plusieurs équations, notamment dans le premier exercice, puis on a fait 2 exercices sur la fission, un sur la fusion et un sur les désintégrations spontanées. Je vous invite à vous entraîner davantage pour réussir au mieux vos examens et vos évaluations.